L'Union européenne n'a pas entièrement compris les motifs de l'offensive russe contre la Géorgie, mais elle a bien réagi en rejetant l'option des sanctions. C'est la réaction de Dmitri Medvedev au lendemain du sommet extraordinaire de l'Union européenne sur la Géorgie. Le président russe, actuellement à Sotchi, dans sa résidence d'été, a reçu une équipe d'Euronews. Il répond à nos questions. Monsieur le Président, quelle est votre opinion sur l'issue du sommet extraordinaire de l'Union européenne et sur l'avenir des relations UE-Russie? J'ai suivi attentivement le déroulement du sommet. Je ne vous cache pas que j'ai eu des entretiens avant avec mes homologues. Selon moi, le résultat est mitigé. Premièrement, l'Union européenne n'a malheureusement pas entièrement compris les motifs de la Fédération russe lorsqu'elle a pris la décision de repousser l'agression géorgienne et lorsqu'elle a décidé de reconnaître l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en tant qu'entité indépendante au regard du droit international. C'est triste, mais pas fatal, parce que tout change dans ce monde. C'est la première chose. La seconde chose, selon moi, est beaucoup plus positive. C'est que malgré les divisions au sein de l'Union européenne, c'est un point de vue raisonnable, réaliste, qui a prévalu. Un certain nombre d'États étaient partisans de sanctions irréelles. Ça ne s'est pas produit, ce qui me semble dans l'intérêt de l'Europe et particulièrement de l'Union européenne. Этого не случилось, и, как мне представляется, это в интересах Европы. Прежде всего, в интересах Евросоюза. Il y a toujours cette perception que la Russie, après avoir reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, s'est trouvée isolée sur le plan international. Êtes-vous d'accord? Il n'y a pas d'isolement. La Russie ne cherche pas l'isolement. Et l'isolement n'est en fait pas envisageable. Une autre question sur laquelle nous avons besoin de réfléchir, après ces reconnaissances de l'indépendance, c'est comment, dans les années à venir, repenser la sécurité dans le monde complexe qui est le nôtre. Et pour moi, il est clair que ce qui s'est passé après l'agression géorgienne du 8 août a remis clairement la question en tête de l'agenda. Les structures actuelles en matière de sécurité ont prouvé leur inefficacité. Il y a encore des pourparlers sur des sanctions possibles, comme une exclusion du G8 ou un refus d'admettre la Russie dans l'OMC. Si de telles sanctions sont décidées, comment la Russie réagira-t-elle? Cet été très chaud dans le Caucase ne va-t-il pas se transformer en un hiver très froid pour l'Europe? Vous savez, la question des sanctions est toujours compliquée, parce que les sanctions, ce sont en fait des armes à double tranchant. Et je crois que, disons, la position qui a été prise par l'Union européenne montre combien la voie des sanctions est dangereuse. La raison l'a emporté, les résultats sont là. De même pour des instruments internationaux comme le G8. Un G8 sans la Russie ne peut pas fonctionner. Même au sein du G8, on a bien compris que sans des pays comme la Chine ou l'Inde, sans l'utilisation des mécanismes de consultation extérieure, beaucoup de décisions prises par le groupe des 8 ne seraient pas valables, et encore moins si elles étaient prises sans la Russie. Par conséquent, bien sûr, le G8 sans la Russie ne pourrait pas exister. Et si le G8 continuait à se tenir quand même, ça ne servirait pas à l'ordre du monde, car il reflète le monde d'aujourd'hui. L'OMC, c'est une autre question. Nous voulons en effet rejoindre l'OMC, mais pas à n'importe quel prix. Et nous menons ces discussions depuis longtemps. Malheureusement, elles ne sont pas entièrement concluantes. Notre position était simple. Si nous ne sommes pas d'accord bientôt, alors nous devrons revenir sur ces accords qui nous imposent des obligations supplémentaires pour entrer dans l'OMC. On en viendra à ce genre de décision, à moins qu'il n'y ait des progrès avec l'OMC. Par conséquent, la présence de la Russie dans l'OMC n'est pas seulement un objectif de la Russie, mais aussi une nécessité pour les autres économies. Comment les choses vont évoluer ?
Le temps le montrera. Il y a d'autres moyens d'influence, vous savez. Je ne crois pas à un hiver froid qui menace ou quelque chose de semblable. Ça ne serait dans l'intérêt de personne. Je parlais des livraisons d'hydrocarbures à l'Europe. Oui, j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Bien sûr, la Russie remplira toutes ses obligations en tant que fournisseur majeur d'hydrocarbures aux Européens. Les analystes croient que la crise dans le Caucase a tourné la dernière page de l'histoire de la Russie post-soviétique et qu'elle est devenue le point de départ d'un nouveau monde, ce que vous avez déjà évoqué. Comment la Russie va-t-elle construire ses relations avec ses voisins, en particulier l'Ukraine, et plus généralement avec le reste du monde ? Nous allons développer nos relations avec toutes les autres nations sur des critères communs. Vous avez raison, et j'ai déjà dit que les événements du mois d'août ont montré l'imperfection des structures actuelles en matière de sécurité. Nous devons tout reprendre en se basant sur les réalités d'aujourd'hui. Récemment, j'ai mis en avant les 5 principes que je veux suivre pour mener la politique extérieure russe. Je voudrais vous les rappeler. Premièrement, la Russie respectera toutes les règles internationales relatives aux relations entre nations civilisées. Deuxièmement, la Russie comprend bien la nécessité d'un monde multipolaire. Elle croit que la domination d'un seul État est inacceptable, quel que soit l'État. Troisièmement, nous voulons naturellement développer des relations entières et amicales avec toutes les nations, européennes, asiatiques, américaines, africaines, avec toutes les nations de la planète. Ces relations seront aussi fortes que nos partenaires voudront bien qu'elles soient. Quatrièmement, je pense que la priorité absolue pour nous, c'est de protéger la vie et la dignité des citoyens russes où qu'ils se trouvent. C'est aussi l'une des priorités de la politique étrangère russe. Et enfin, 5e principe, je crois que la Russie, comme n'importe quel État, porte une attention particulière à certaines régions, des régions où nous avons des intérêts privilégiés. Et avec les États qui se trouvent dans ces régions, nous comptons développer une relation spéciale, chaleureuse à long terme. La reconnaissance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie ne risque-t-elle pas d'exacerber les sentiments séparatistes dans d'autres parties du Caucase, par exemple au Daghestan ou en Ingouchie ? Je ne vois aucun danger, à moins que ces cas de figure ne soient envisagés quelque part ailleurs, dans le cadre de scénarios divers visant au démantèlement de la Russie. Quelles sont les principales leçons que vous tirez des dernières crises entre les États-Unis et la Russie ? Bien, je ne crois pas que ce soit une crise si importante, si grande, comparée à la période soviétique. Mais néanmoins, la tension est bien présente. Nous n'avons certainement pas cherché cette tension. Et cette tension est la conséquence de la politique absurde menée par les États-Unis en Géorgie. À un certain moment, ils ont donné aux dirigeants géorgiens un sentiment de liberté absolue et d'impunité. C'est comme s'il avait reçu carte blanche pour agir par n'importe quel moyen. Et ce qui est arrivé, c'est très clair. Aujourd'hui, à mon avis, aux États-Unis, il y a une certaine déception de voir que le projet pour une Géorgie libre a échoué. Le président a fait banqueroute, le régime est proche de la crise, la situation est sous tension. Plus tôt nos partenaires américains régleront ce problème, meilleures seront les relations Russie-États-Unis. Nous sommes prêts à les relancer de la meilleure façon possible. Nous sommes prêts pour des relations à grande échelle avec les États-Unis d'Amérique. Господин президент, большое спасибо за интервью. Спасибо.